La lutte contre le phénomène de la migration au Sahel, une mission des ministres des Affaires étrangères du Niger, de France, de l'Allemagne, était ce matin à Niamey. Ils ont rencontré les autorités nigériennes. Célébration ce jour de la Journée internationale de la liberté de la presse, les échos de la célébration de cette journée au Niger dans ce journal. Nouvelle édition sur la télévision Labari, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce mardi 3 mai 2016. Un journal que nous débutons avec cette note nécrologique. Notre collègue Ibrahima du service montage de la télévision Labari a perdu son père ce mardi à la suite d'une maladie. Il a été enterré ce matin au cimetière musulman de Goudel. Le personnel du groupe Labari par ma voix présente ses condoléances à la famille éplorée et que Dieu l'accepte dans son paradis éternel. Paix donc à son âme. Attendu pour ce mardi 3 mai 2016, le délibéré de la demande de la mise en liberté provisoire de Soumana Sanda, introduite par sa défense, interviendra finalement le 13 mai prochain. Dessus, les militants du parti de Soumana Sanda ne désarment pas et nourrissent l'espoir de sa libération. Reportage Ousmane Sidi Kouyabo Karsoulé. Mine d'enterrement et grand désespoir pour ces militants du parti moderne FA Lumana. Leurs attentes sont dessus et fondent comme beurre au soleil. Bis repetita pour un rejet de la demande de liberté provisoire pour Soumana Sanda. Vous avez le visage fermé de tous nos militants qui montrent clairement que nous sommes déçus parce que nous avons jusqu'au dernier moment pensé que la justice va donner droit à la demande de liberté provisoire de nos camarades, parmi lesquels, je rappelle, il y a un député national, président du groupe parlementaire, et il y a eu des précédents dans ce pays où on a accordé la liberté à des personnalités politiques qui étaient détenues et qui sont devenues par la suite des députés. Aujourd'hui, cela nous surprend pas, puisque nous sommes habitués à avoir une justice à double tour dans ce pays, au moment où des personnes qui sont reconnues coupables de faits avérés de fraude aux examens, de trafic d'influence sont logés dans des palais présidentiels, extraits de la poursuite du juge. On empêche à un député élu par le peuple de sortir et d'exercer librement son mandat. De rejet en rejet, ils disent en avoir le cœur net que la détention de Soumana Sanda n'est plus ni moins que politique, mais pas pour autant de s'avouer vaincu. Nous sommes convaincus aujourd'hui que la détention de Soumana Sanda est une détention politique. Ça n'a rien à voir avec la justice, parce que si ça l'était, Soumana Sanda allait sortir aujourd'hui. Donc nous allons donner au niveau apprécié à sa juste valeur cette décision de la juge, et Inch'Allah, nous allons démontrer que la politique qui a détenu Soumana Sanda, ce sera la politique qui va le libérer, Inch'Allah. Des militants qui continueront à garder leur mal en patience avant le 13 mai prochain, date retenue pour le délibérer. Je le disais dans les titres, l'insécurité et la migration au Sahel, deux sujets au centre d'une rencontre de haut niveau ce mardi à Niamey entre les autorités nigériennes et les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne et de la France. Après une séance de travail, les chefs de la diplomatie du Niger, de la France et de l'Allemagne ont animé une conférence de presse relativement au point à l'ordre du jour. C'était au palais de la présidence. Une conférence suivie et résumée par Ali Cissé Ibrahim et Sadou Doumi.
Avec cette visite des deux ministres des Affaires étrangères de la France et de l'Allemagne, Jean-Marc Ayrault et Waldemar Steinmeier, dans notre pays, une séance de travail les a réunis avec les membres du gouvernement de notre pays, où Brigitte Raffini et les deux ministres des Affaires étrangères ont fait le tour d'horizon des excellentes relations de coopération qui existent entre notre pays et les leurs. Entre autres points évoqués, le défi sécuritaire au Sahel, la lutte contre la faim, la pauvreté et l'immigration. Par la suite, une conférence conjointe a été animée par les deux ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et celui de notre pays. Occasion saisie par le ministre Ibrahim Yacouba pour donner les différentes articulations de la lutte contre l'immigration. Nous avons abordé la question de la migration, mais je dois préciser que ce n'est pas la seule thématique que nous avons abordée. Nous sommes venus et nous avons parlé de développement, nous avons parlé de sécurité et nous avons parlé de renforcement des relations qui existent dans notre pays. Mais nous avons parlé de la question de migration parce que c'est une problématique réelle pour les pays européens et pour nous-mêmes. C'est d'abord une problématique de dignité humaine à laquelle nous sommes tous attachés. J'avais évoqué que le Niger est un pays de passage. Nous considérons ou nous estimons qu'il y a à peu près 100 000 personnes par an qui transitent ou qui sont à l'origine de la migration dans notre pays. Donc, aucun gouvernement, aucune population, aucun débat public ne peut se faire en ignorant cette problématique. Donc c'est une problématique réelle et c'est pour cela que nous avons adopté cette déclaration de la protection et la dignité des personnes concernées, de la création des conditions de favoriser une mobilité régulière. Parce que lorsqu'on parle de la migration qui est problématique, à côté il y a une migration qui est nécessaire aux économies de nos pays et qui est nécessaire à l'épanouissement individuel de chaque citoyen. Cette migration régulière, il faut la protéger, il faut la promouvoir. Ensuite, il faut s'attaquer aux causes qui constituent les facteurs déclenchants de la migration aussi massive et aussi violente par rapport aux conditions dans lesquelles les citoyens l'effectuent. Et ces causes, nous les avons indiquées dans nos engagements. C'est l'insécurité, c'est la pauvreté, c'est souvent le déficit démocratique dans certains pays, c'est le changement climatique. Toutes ces causes-là, nous devons les traiter. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Marc Ayrault, a précisé la dynamique qui motive leur visite dans notre pays. Moi, ce qui me frappe, c'est l'énorme énergie qu'il y a ici pour relever les défis qui d'abord sont ceux du développement, de la lutte contre la pauvreté, et la lutte pour la sécurité alimentaire, illustrée par notre visite ce matin en bateau sur le fleuve Niger, avec beaucoup de projets. Je pense à ce projet du barrage de Kandaji, qui nécessite que la communauté internationale se mobilise, et en particulier la Banque mondiale. Puis en même temps, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le défi sécuritaire. Les deux sont liés. Et le défi migratoire, tout va de pair en fait. Et c'est important que l'Allemagne et la France, et c'est le sens de notre visite, ensemble, ministres des Affaires étrangères des deux pays, d'exprimer une conviction. Le continent africain et l'Europe sont étroitement liés. À l'issue de cette conférence de presse, il est ressorti qu'une autre rencontre de haut niveau entre le Niger, la France et l'Allemagne est prévue dans le courant de l'année 2016 afin d'évaluer le processus de lutte contre l'immigration qui aura été mis en place. Je l'ai annoncé aussi dans les titres, la journée internationale de la liberté de la presse est célébrée à travers le monde ce mardi 3 mai 2016. À travers cette occasion, la rédaction du groupe Labari s'est intéressée à la loi portant accès à l'information et aux documents administratifs. 5 ans après son adoption, le décret d'application tarde toujours à tomber. Reportage Ibrahim Tikire et Halilou Bourema. L'accès des citoyens à l'information est un droit fondamental consacré par la Constitution du 25 novembre 2010. Pour rendre effective cette disposition, les autorités de la transition sous l'ère de Salou Jibo ont adopté l'ordonnance portant charte d'accès à l'information et aux documents administratifs. C'est vrai que sans décret d'application, il y a des dispositions qui ne peuvent pas être mises en œuvre. Mais certains aspects de la loi ne nécessitent pas de décret d'application. Il y a des dispositions qui sont claires au niveau de la loi, donc qui peuvent être mises en œuvre sans décret d'application.
le fait de ne pas avoir de décret d'application n'est pas un problème en tant que soi, mais il est souhaitable qu'il ait ces décrets d'application qui doit dire dans les détails toute la procédure qu'on doit suivre. Parce qu'une loi d'accès à l'information consacre des principes. 5 ans après l'adoption de la loi portant accès aux documents administratifs, le décret d'application se fait toujours attendre par les citoyens en général et les professionnels des médias en particulier. Je pense que c'est dans un souci de ne pas permettre, de ne pas favoriser la transparence que ça a été fait. Pour moi, ça a été fait sciemment. Sinon, à l'époque, tous les acteurs, et je me souviens que la commission qui a été saisie, au fond, je faisais partie de cette commission, et l'essentiel des membres, des gens qui dirigent aujourd'hui ce pays, étaient dans cette même commission. Ils étaient très favorables. On a fait ce texte ensemble, on l'a adopté ensemble, et je suis surpris que aujourd'hui, ces mêmes acteurs qui ont participé à l'amender et à l'adopter refusent 5 ans après de prendre un décret pour son application. C'est vraiment dommage. Emprisonnés le plus souvent pour diffamation ou diffusion de fausses nouvelles, les journalistes nigériens doivent resserrer les rangs pour amener les autorités de la 7e République à prendre le décret d'application de la loi portant l'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Et c'était justement pour apporter certaines solutions aux difficultés que traversent les journalistes que nous avons voulu de cette loi. Parce que vous savez que depuis tout le temps, les journalistes ont été accusés de propagation de fausses nouvelles. Beaucoup ont été en prison pour des questions de diffamation. Cette loi, effectivement, tous ses initiateurs et ceux qui l'avaient adoptée, c'était pour justement mettre un terme à cela. C'est dommage parce que ce texte, les dirigeants peut-être ne le savent pas, c'est un texte révolutionnaire sur le continent et ça aurait pu aujourd'hui améliorer le classement du Niger en matière de liberté de la presse. Ainsi, pour faciliter la tâche aux journalistes dans leur quête d'informations ou de documents, la balle est désormais dans le camp des autorités. L'existence de cet instrument va permettre aux journalistes d'être moins fréquents dans le viseur du législateur. Voyons à présent, Ibrahima, décret comment les journalistes de l'intérieur du pays, notamment ceux de la région de Maradi, exercent leur métier. Suivez plutôt. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, cette année, la journée est célébrée sous le thème « Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit ». Au Niger, précisément à Niamey, l'exercice du métier de journalisme a connu du haut et du bas. Mais à Maradi, les hommes de médias exercent leurs activités sans grandes inquiétudes. Le métier de journaliste, nous arrivons à l'exercer tant bien que mal. Mais bon, comparativement à d'autres régions du pays, nous n'avons pas autant de difficultés, notamment dans nos relations avec les partenaires. Les partenaires, j'entends par là, le plus souvent lors des cérémonies, donc les forces de l'ordre. Globalement, nous exerçons notre métier dans le calme et la quiétude. On n'a pas de grands problèmes avec les FDS, bien que souvent il y a des petites altercations. Donc à part ça, globalement, on peut dire que bon, vraiment, on est en harmonie avec eux, on travaille, on se complète. De toute façon, chacun fait son travail. En tout cas, avec les forces de l'ordre, on n'a pas un grand problème et puis on exerce comme ça, c'est doit notre métier dans la région de Maradi. Nous exerçons ce métier de journaliste sans aucune entrave, sincèrement. Nous ne rencontrons aucune difficulté ici dans la région de Maradi, notamment quand on sort pour les reportages dans les administrations publiques, dans les administrations privées aussi. On est très bien accueillis. Cependant, dans la région de Maradi, le problème se pose deux fois au niveau de l'accès aux sources d'information. Le seul problème, c'est avec certains chefs de service. Ils ont cette manie ou bien cette habitude de retenir l'information. Souvent on dit il y a la hiérarchie, tout ça là, donc ça prend donc ça nous bloque un peu dans notre travail. Dans certains médias, véritablement, les salaires sont en dessous même du seuil minimal, donc du SMIC. Donc effectivement, donc c'est cela le problème qui se pose. Le problème qu'on rencontre le plus, vraiment la collaboration de certains directeurs, de certaines personnalités qui ont vraiment de réticences à nous donner le feu vert de leur faire des interviews.
La vérification des sources d'information, vraiment, nous ne rencontrons aucune difficulté. Personnellement, je vous dis, aussi la radio que je représente, la radio Gorkoa, nous ne rencontrons aucune difficulté en ce qui concerne la vérification des sources d'information. Ces dernières années, l'exercice du métier de journalisme a connu des périodes difficiles. La liberté de la presse a été mise à rude épreuve. Plusieurs journalistes avaient été interpellés par la police judiciaire et beaucoup d'autres agressés. Une situation qui a fait régresser le rang du Niger au classement 2016 du Reporters sans frontières. De la 47e place, le Niger occupe le 52e rang, soit 5 places de moins en 2016. Le Niger est certes un pays où la liberté de la presse connaît quelques avancées. Cependant, dans la pratique, la liberté de la presse est mise à mal. Commentaire Adessi Sebrem. Dans notre pays, le Niger, d'une façon pratique, la liberté de la presse souffre d'un énorme déphasage entre ce que la loi donne comme droit et les entorses qui sont observées dans la pratique du journalisme, du fait de l'insouciance du pouvoir politique. Ainsi, dans notre grand pays, le Niger, malgré la loi qui légitimise la liberté de la presse renforcée par la montagne de la table, qui a été signée par le président Issoufou Mahamadou, des entraves à la liberté de la presse ont été récemment observées. Et ces agissements ont pour nom, entre autres, tabassage et interpellation de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, aggravés souvent par la confiscation de leur matériel par la police. Et cela sous l'œil approbateur du président Issoufou Mahamadou qui, dans les discours, chante les garanties de la liberté de la presse, qui, dans la pratique, se transforme en cauchemar pour les journalistes dans l'exercice de leur métier. Plus encore, dans notre pays, la liberté de la presse est profondément affaiblie par le pouvoir socialiste en place, qui a eu le malheureux don de diviser le monde de la presse nigérienne en amis ou ennemis du régime en place. Ainsi, un clivage est né, une presse dite de l'opposition face à une autre presse aux petits soins pour les tenants du pouvoir, créant de ce fait une situation somme toute dangereuse pour la liberté générale de la presse. Pourtant, le président Issoufou Mahamadou l'a dit, il a besoin d'une presse responsable. Un besoin qui est battu en brèche par l'impéritie de sa gestion qui n'arrive pas à mettre les journalistes dans de bonnes conditions de vie et de travail. La preuve est patente. La convention collective pour les journalistes reste pénible dans sa mise en application. Ce qui nous amène à dire que la liberté de la presse est un champ qui demande à être fertilisé afin qu'il puisse porter des arbres sains qui produiront d'excellents fruits. Cette journée de la liberté de la presse est une occasion pour les organes de presse de se mutualiser donc davantage via le sport. À cet effet, un tournoi de football intermédiaire a débuté cet après-midi au terrain annexe du stade général à Séni-Kounché. Les différents organes de presse y participent. Le coup d'envoi a été donné par la ministère de la Communication. C'est un tournoi de football organisé dans le souci de consolider les liens de confraternité entre les travailleurs des organes de presse publics et privés du Niger. L'édition de cette année placée sous le thème « La cohésion de la grande famille de la presse » s'ouvre à un moment où le monde des médias a connu quelques petites incompréhensions, nées de la célébration de la journée nationale de la presse et les récentes élections. Le football est au-delà, le sport étant un facteur d'unité et de cohésion. Ce tournoi veut surfer sur cela pour vous appeler à plus de fair play et de confraternité. Car le vainqueur qui sera issu de 2 semaines de compétition ne serait autre que la presse dans sa grande famille. Une initiative saluée par la ministre de la Communication. Le lancement de ce tournoi coïncide avec la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année. Ensuite, parce qu'il s'agit d'une initiative propre à renforcer la cohésion et la solidarité entre les acteurs des médias. Enfin, parce que ce tournoi, en lui-même, ne peut que promouvoir la visibilité de l'action que mènent les médias en faveur des populations. Je vous souhaite donc un bon tournoi, que le meilleur gagne. De toute façon, quel que soit le vainqueur, c'est la presse nigérienne dans son ensemble qui aura gagné. Quant au ministre de la Jeunesse et des Sports, il réaffirme son soutien sans faille à l'organisateur et à la presse nigérienne en général. Je voulais féliciter les initiateurs de cette organisation qui nous offre aujourd'hui ce merveilleux cadre de retrouvailles
mais aussi de sympathiser entre nous et entre eux, les acteurs des médias, pour que davantage il y ait de la cohésion au sein de la famille des médias, mais aussi qu'il y ait une parfaite compréhension entre les médias et les autorités, parce que j'estime qu'on ne peut pas continuer à agir chacun de son côté. Nous avons la responsabilité de créer les conditions pour que nous puissions aller dans le même sens. Ainsi, du 3 au 21 mai prochain, 12 équipes réparties en 4 groupes se sont lancées à la conquête du trophée mis en jeu. Dans le compte de la deuxième journée demain, mercredi 4 mai, votre télévision Labari sera face à Niger 24 à partir de 17h au terrain annexe du stade général Sénikounti. Mobilisez-vous donc tous pour aller soutenir votre équipe, l'équipe de la télévision Labari demain à partir de 17h au terrain annexe du stade général Sénikounti. Puisque nous parlons du sport, parlons-en avec cette formation des entraîneurs de football pour l'obtention de la licence B de la Confédération africaine de football CAF, une formation qui se tient à Niamey. Une trentaine d'entraîneurs venus de 8 régions du Niger participent à cette session de formation organisée par la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, n'est-ce pas Ibrahim Tikere? Titulaire d'une licence C de la Confédération africaine de football CAF, ces 36 entraîneurs de football, dont une femme, aspirent désormais à l'obtention de la licence B de la CAF. Pour franchir cette étape, la Fédération nigérienne de football a organisé une session de formation au cours de laquelle des modules leur seront dispensés. Il vous souviendra certainement que lors du discours d'ouverture des travaux de l'Assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2015, le président du comité exécutif de la FENIFOOT annonçait la tenue d'une série de séminaires et d'ateliers de formation qui s'inscrivent dans la sauvegarde de la crédibilité et de l'intégrité des compétitions de clubs, tout en améliorant le niveau de professionnalisme des acteurs du football national. Ainsi, après la formation sur le système d'octroi des licences au club, le stage MA des arbitres et arbitres assistants, nous voici à nouveau réunis pour une formation qui s'attellera du 2 au 15 mai 2016 au bénéfice de 36 entraîneurs de football, dont une femme, il faut le noter, tous détenteurs de la licence CCAF et équivalent. Ainsi, du 2 au 15 mai 2016, ces entraîneurs stagiaires vont recevoir des rudiments leur permettant d'être titulaires de la licence B de la CAF. Il s'agit au cours de la présente session de concourir à l'obtention de la licence BCAF sur la base des modules y afférents. Je vous informe par ailleurs que le processus ainsi engagé se poursuivra avec la formation pour l'obtention de la licence A-CAF programmée pour se dérouler du 25 au 30 mai 2016. Dans le même ordre d'idée, des stages du même genre se dérouleront sous peu pour l'obtention de la licence C-CAF au niveau de chaque région du Niger. Avec cette formation, le comité exécutif de la FENIFOOT est en train de jouer sa part de responsabilité dans la professionnalisation des acteurs de football qui constitue l'une des priorités de la FIFA pour le cycle de développement 2015-2018. Direction la cité minière Arlita. Les travailleurs nigériens de la Cominac sont en grève de 3 jours depuis hier. Un arrêt de travail pour exiger entre autres le respect des accords signés entre les responsables de la Cominac et les représentants des travailleurs. Précision avec Miou Amadou, il est le secrétaire général du syndicat national des agents des mines et assimilés Sinamine que nous avons joint depuis Arlita au téléphone ce matin. Premier point, c'est le non-respect du partenariat social. Donc, en fait, on veut nous restreindre dans nos activités syndicales. Ça, c'est un des motifs. Le deuxième motif, c'est que vous avez le non-respect des accords. Le non-respect des accords. Donc, à titre illustratif, on peut vous citer quelques-uns. Vous avez au niveau il y a des accords sur la santé. Les accords-là, c'est vraiment la prise en charge totale des agents sur le site pendant les évacuations sanitaires.
vous avez le salaire de base. Donc en 2006, si vous vous rappelez, le chef de l'État a fait une augmentation pour l'ensemble des travailleurs du Niger, donc que ça soit privé et parapublic, privé et parapublic. Cette augmentation-là au niveau de Cominac et Somaïr, puisqu'à l'époque, on ne mettait pas ça directement quand il y a une augmentation. Donc vous avez également un point sur le remplacement des agents de la mine qui ont plusieurs habitations. Ils doivent être remplacés, ça également, ils refusent le remplacement. Vous avez un accord sur la dotation de l'encadrement. Quelles sont les conséquences de cette grève? Au niveau des travailleurs, la conséquence, c'est effectivement quand vous grévez, vous avez le salaire que vous allez perdre. L'entreprise, mais elle a plus de conséquences. C'est pour ça qu'on demande à l'entreprise que ils doivent avoir un sens de responsabilité. Puisque quand ils mesurent les conséquences de ce qu'elle va perdre et ce qu'elle doit payer s'il n'y avait pas la grève, vraiment, c'est même pas à comparer. Est-ce qu'il y a un peu de conséquences au niveau de l'entreprise, en termes de production, une petite estimation? Au niveau de l'entreprise, je ne peux pas vous dire exactement, mais ce qui est sûr, quand vous regardez, en faisant le rappel de tout ce que je viens de vous dire, et par rapport à ce qu'on doit perdre par jour, c'est vraiment, c'est même pas à comparer, c'est nettement supérieur. Parce que quand vous prenez rien que, en travaillant, on peut amputer un lot, quand vous prenez même le kilo, le lot fait dans les 19 tonnes, je dis 10 ans, le lot fait entre 14 et 15 tonnes, quand vous prenez le kilo même à 50 000, c'est un peu la différence. C'était là donc Miou Amadou, le secrétaire général du syndicat national des agents des mines et assimilés Sinamine qui observe une grève de 3 jours de plusieurs, donc ce sont les travailleurs de la Cominac. Autres travailleurs, autres mécontents, ce sont les enseignants contractuels militants du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB. Et ces enseignants, eux aussi, menacent d'aller en grève de 3 jours le 12, à compter du 12 mai prochain. Une grève de 2 jours, donc je le disais, pour exiger du gouvernement les paiements immédiats et sans condition de tous les arriérés de pécule et salaires des enseignants, le recrutement de tous les enseignants ayant plus de 4 ans d'ancienneté conformément au protocole d'accord du 1er mai 2008, l'octroi des matricules à tous les enseignants frappés par la limite d'âge, l'ouverture immédiate du recrutement au titre de l'année 2015 à 2016 et le paiement de tous les rappels sur salaire des enseignants pour les promotions 2009, 2010, 2011, et 2012 et 2013. Faute de quoi le SINASEB menace d'observer un arrêt de travail, comme je le disais, de 2 jours à compter du jeudi 12 mai prochain. Un mouvement qui sera appuyé donc d'une marche pacifique le 11 mai. C'était là donc le préavis de SINASEB. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.